Accuse de maux de tête, de fatigue chronique, de douleurs articulaires, de troubles digestifs importants, de maladies cœliaques. Je veux bien sûr parler du gluten. Donc c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. En consommer ou pas, telle est la question. Salut à tous, ici donc Nadège, naturopathe chanteuse. Et donc je suis vraiment contente de vous retrouver ici donc, dans ma campagne, dans l'est de la France, où je vais régulièrement me ressourcer. Voilà, et donc je voulais faire un petit zoom sur le gluten parce qu'on m'a régulièrement posé la question. C'est vrai que j'ai pas trop abordé ce sujet jusqu'à présent. Je me dis qu'il était peut-être un petit peu temps, voilà, de vous communiquer dessus, en tout cas d'essayer de vous donner le plus d'infos vulgarisées possible, parce qu'on va voir que c'est un problème qui peut être complexe. Et donc on va voir tout ça ensemble. Avant tout, je vous remercie de continuer bien sûr à me suivre. Bravo à tous les gagnants du concours qui a eu lieu donc il y a maintenant 15 jours. Merci aussi à toutes les personnes qui me font régulièrement des retours sur le kit Les Essentiels de la Santé que vous retrouvez sous chacune de mes vidéos. Donc merci encore, ainsi que l'e-book sur le HPV. Je vois que ça fait réagir. J'ai vraiment d'excellents retours. Je vous remercie pour tout ça. Désolée surtout aussi à ceux qui m'envoient des mails et auxquels je ne réponds pas. Je suis désolée, je n'ai malheureusement pas le temps de répondre à tout le monde, donc je réponds un peu plus sous les vidéos parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Voilà, des fois vous avez des questions qui sont vraiment très spécifiques et je ne peux pas toujours y répondre rapidement comme ça. Voilà, donc j'espère que vous comprenez et que que vous m'excuserez en tout cas de ne pas toujours répondre à tout le monde. En tout cas, je suis là et la plupart du temps, les réponses sont dans les bientôt plus de 280 vidéos qu'il y a sur cette chaîne. Donc, allez bien chercher dans les thématiques, dans les playlists, voir si vous trouvez la réponse à votre question. Parce que souvent, la plupart du temps, elle se trouve et je renvoie régulièrement sur des vidéos. Voilà, donc cette petite parenthèse étant faite, donc le gluten, c'est quoi ? Alors, comme j'ai dit, j'ai essayé de vulgariser au maximum. Je vous partagerai un excellent article sous cette vidéo aussi. Je vous en parlerai un petit peu juste après. Là, le gluten, donc, c'est quoi? Venons-en au fait. C'est donc une protéine en fait que l'on retrouve principalement donc dans le germe de blé, enfin dans le germe des céréales, dans l'endosperme, et qui sert principalement de réserve nutritive à la plante. Vous allez voir que ce qui est mis en cause ici, principalement, on va parler. Il y a plusieurs types de protéines dans les céréales. Il y a des protéines solubles et des protéines insolubles. Là, nous allons parler donc des protéines insolubles qui contiennent en tout cas le gluten. Et donc, on va parler aussi dans ces protéines, il y a deux formes de protéines, on peut les classer en deux catégories qui sont les prolamines et les gluténines. Nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les prolamines, puisque ce sont elles qui sont principalement sur le banc des accusés et non pas les gluténines. Alors, il faut savoir une chose, c'est que des prolamines, il y en a dans pas mal de céréales et il y en a qui provoquent des allergies et il y en a qui ne provoquent pas d'allergie. Donc là, celles qui sont sur le banc des accusés, ce sont les gliadines principalement, donc le gluten, les gliadines de gluten qu'on trouve principalement dans le blé, le kamut, dans l'épeautre. On a par exemple une autre protéine qui s'appelle la sécaline qui se trouve dans le seigle. On a aussi une protéine qui s'appelle l'ordénine qu'on trouve dans l'orge et encore une autre, l'avénine, qu'on trouve dans l'avoine. Donc on peut supposer principalement que celles qui sont sur le banc des accusés et qui contiennent du gluten qui provoque des soucis sont issues du blé, kamut, épeautre, orge, avoine et seigle. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des prolamines dans d'autres céréales telles que le maïs, vous en trouvez également dans le millet, dans le riz, et ces prolamines, donc on se rend compte ici que le gluten est contenu dans beaucoup de céréales, et donc principalement il n'y a pas de souci, il n'y a pas de signe d'allergie, en tout cas dans ce type de céréales. Souvent. Donc c'est pas celle-ci qui nous pose problème principalement. Il y a aussi, je voudrais faire une petite clarification aussi, c'est que le sarrasin et le quinoa ne sont pas des céréales à proprement parler, ils ne contiennent pas de prolamines. Donc déjà, ça va nous donner une première indication. Alors, la plupart du temps, les gens confondent les allergies, les intolérances, l'hypersensibilité. Donc, je voudrais refaire un petit panel par rapport à ça. Il faut savoir que dans la nature, le gluten fait partie des fameux antinutriments, mais il y en a plein d'autres des antinutriments. On en trouve aussi dans les légumineuses, on en trouve dans plein de choses. Donc, souvent, ça sert de réserve nutritive à la plante, mais ça peut aussi servir de protection contre les prédateurs au niveau des plantes. Donc, ce qui est naturel, encore une fois, n'est pas poison, c'est encore une fois la dose qui fait le poison.
Tout est poison, rien n'est poison, hein, comme disait un grand monsieur. Je vous laisse chercher de qui il s'agit. Donc du coup, souvent les gens confondent un petit peu tout ça. Ce qu'il faut retenir là-dedans, moi, ce que j'ai voulu savoir, c'est si vraiment il était important ou pas de continuer à consommer du gluten. On a visé le gluten à tout prix. J'ai l'impression qu'il y a une mode aussi sur le sans gluten. Et je voudrais remettre un petit peu tout ça en ordre. Donc, il y a vraiment les allergies et les intolérances au gluten qui provoquent notamment ce qu'on appelle la maladie cœliaque. Où là, effectivement, on va voir qu'il y a des anticorps IgA qui sont déclenchés par le système immunitaire contre les protéines du gluten qui sont les gliadines, que vous retrouvez principalement, donc comme je disais, dans le blé, dans l'orge, le seigle, l'avoine et l'épeautre, le kamut et donc le blé. À partir de là, ce qu'on va voir principalement, c'est qu'il y a une réaction immunitaire, donc une hausse des anticorps IgA contre ces gliadines, et ça va souvent créer aussi donc, des réactions inflammatoires au niveau de l'intestin, une destruction de la muqueuse intestinale. C'est ce qu'on appelle effectivement la maladie cœliaque. Ça, on peut vraiment le voir sur les analyses sanguines. Donc on va vraiment voir qu'il y a cette réaction immunitaire importante et cette inflammation chronique importante. Une chose que je n'ai pas dite aussi au niveau du gluten, c'est qu'il a subi beaucoup de transformations au fur et à mesure des générations, surtout depuis une vingtaine d'années, puisque c'est lui qui confère l'élasticité à la panification, au pain. En fait, c'est ce qui permet de travailler le pain. Et c'est vrai qu'on a des variétés de blé qui sont plus ou moins anciennes, mais ces 20 dernières années, on utilise plutôt des recombinaisons, en fait, de variétés et ce qui a créé en fait une modification génétique, c'est vrai, du blé, et on se retrouve avec du blé qui contient peut-être moins de valeurs nutritives mais beaucoup plus de protéines permettant la panification. Donc du coup on peut considérer que ce sont des blés qui sont moins bons nutritivement et qui peuvent potentiellement être plus agressifs. Donc c'est ce qui sert effectivement à la fabrication du pain blanc comme on voit dans nos boulangeries, toutes nos viennoiseries, toutes ces choses-là en fait qui contiennent en plus des acides gras trans la plupart du temps. Donc déjà on s'oriente plus vers de la grosse industrialisation. Donc est-ce que c'est vraiment le gluten ? Voilà, il y en a déjà un petit semblant par rapport à ça. Donc voilà pour l'intolérance, la maladie cœliaque, les allergies. Donc ça on peut vraiment le voir sur les analyses. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament intolérants au gluten, c'est vrai, mais il n'y a rien sur les analyses. Et dans ces cas-là, on pourra plutôt parler de sensibilité, d'hypersensibilité à la protéine du gluten, principalement, donc à la prolamine, aux gliadines. Et là, par contre, donc, on va parler de sensibilité parce qu'on va avoir les mêmes symptômes que la maladie cœliaque. On va avoir des douleurs digestives, on va avoir du syndrome de côlon irritable, des maux de tête, on va un petit peu avoir les mêmes symptômes. Mais par contre, on ne verra pas ces marqueurs d'inflammation au niveau des analyses, on ne verra pas ces anticorps IgA en fait, donc contre les gliadines du blé. Donc là, on parlera d'hypersensibilité. Alors vous allez me dire, c'est bien beau Nadège, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Alors, déjà, donc, je voulais juste faire ce point là-dessus entre intolérance et hypersensibilité, parce que comme je vous dis, là, on a fait les gens sont paniqués à l'idée de se dire, mon Dieu, ça y est, je suis intolérant au gluten, à vie, je ne pourrai plus consommer de gluten, je suis allergique au gluten, alors qu'en fait, souvent, ils sont simplement, entre guillemets, intolérants. Et donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont être réversibles à ce niveau-là. Donc c'est ce qui fait aussi que c'est vrai qu'on se rend compte qu'avec le gluten, il y a beaucoup de souffrance psychologique, il y a de la souffrance physiologique aussi, puisqu'il n'y a pas forcément de réponse sur les analyses. Et donc souvent on va dire c'est le stress, etc. Et on ne se rend pas forcément compte que c'est le gluten, sauf à partir du moment où on l'arrête et qu'on se dit tiens c'est marrant, j'ai plus mes symptômes, donc finalement c'était peut-être le gluten. Alors, c'est pas faux, puisque quand on l'arrête, effectivement, on réduit un petit peu tout ça. Ce qu'il faut savoir aussi, et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a pas mal eu de recherches, notamment sur les gliadines du blé, du gluten. Ce que je trouve intéressant aussi là-dedans, c'est que il y a de plus en plus de recherches qui sont très 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 poussées. Donc il y a cette histoire de destruction de la muqueuse intestinale. Alors si on veut aller un petit peu plus loin, au niveau de la muqueuse intestinale, les gliadines en fait, elles vont permettre l'expression alors il me semble que c'est une protéine qui s'appelle la zonaline. Et la zonaline, en fait, elle est sur les bordures qui constituent les villosités en fait de l'intestin, donc sur les entérocytes de l'intestin. Et la zonaline, en fait, elle a une fonction particulière, c'est qu'elle permet l'ouverture des jonctions serrées de l'intestin. Et donc, qui dit ouverture des jonctions serrées égale
perturbation, perméabilité de la muqueuse intestinale. Donc les protéines de gliadine, du gluten, vont se retrouver dans la circulation générale et c'est ce qui va créer souvent un emballement du système immunitaire. Et c'est ce qui va provoquer donc cet emballement du système, cette inflammation chronique. Et il y a une autre chose aussi qui est très importante, excusez-moi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc j'ai pris mes petites notes, c'est qu'il va y avoir une lyse incomplète des protéines du gluten aussi, qui va se faire, parce qu'il va y avoir aussi... comme on a une destruction de la barrière intestinale, on a aussi une destruction, ce qu'on appelle une lyse en fait, une destruction incomplète de ces protéines. Et donc, on va avoir une création d'une autre protéine, ce qu'on appelle des protéines opioïdes. Ça, c'est très intéressant parce que ce sont des dérivés morphiniques qui sont équivalents de la morphine en fait. Et ça, c'est vraiment créé aussi principalement par les protéines du gluten et qui passent la barrière hémato-méningée. Donc on se retrouve avec une protéine qui va perturber le système nerveux central. Donc ce qui peut créer aussi effectivement donc, ces syndromes que l'on retrouve principalement, et là je pense que je ferai une interview là-dessus, si elle regarde la vidéo elle se reconnaîtra, d'une maman en fait qui a un enfant autiste, qui a réussi à sortir son enfant de l'autisme justement rien qu'en changeant son régime alimentaire. Donc on sait aujourd'hui que les protéines, que les peptides opioïdes du gluten sont susceptibles de créer donc notamment de créer donc de l'autisme et de créer aussi des symptômes de schizophrénie. Donc la question à se poser, c'est parce qu'il y a aussi un problème au niveau de la barrière intestinale. On va le voir un petit peu après. Il y a aussi les métaux lourds, bien entendu, qu'on le retrouve dans les polluants environnants et qu'on le retrouve aussi notamment dans les vaccins. Quand on parle de métaux lourds, on parle principalement du cadmium, du plomb et du mercure. Et ce qui est important là-dedans, c'est que les métaux lourds sont des inhibiteurs enzymatiques de la digestion des protéines du gluten. Donc ça crée un petit problème parce que justement il y a une libération en fait des peptides opioïdes qui est démultipliée parce qu'il y a une lyse incomplète, et puis comme il y a une inhibition enzymatique, bah, c'est ce qui crée aussi cette lyse incomplète. Donc voilà, j'espère que je suis assez claire jusque là. Il y a pas mal d'infos qui vont dans tous les sens. Ce qu'il faut retenir là-dedans en fait, c'est que c'est pas tant le gluten, c'est plutôt les modifications qu'on en a fait. Donc on se retrouve avec des molécules qui sont plus agressives, mais en même temps on consomme aussi des aliments qui sont beaucoup plus industriels qu'avant. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que notre environnement et notre mode de vie en fait altèrent nos capacités de digestion, dû à une destruction notamment aussi de notre barrière digestive, créant une inflammation aussi chronique. Donc un tant soit peu, c'est pas vraiment l'aliment qui est si à taper sur les doigts. C'est un mélange de facteurs qui sont notamment donc dans nos modes de vie, quand on l'a vu. On va voir un petit peu après juste la solution qu'on peut aborder juste derrière. Moi, ce que je voulais voir là-dedans, c'est que ce qui était important, c'est qu'il y avait un phénomène de mode et qu'il y avait un phénomène de produits aussi sans gluten qui était sur le marché. Et là, je trouve que c'est vraiment devenu, pour le coup, un vrai business, en fait. Et on détourne l'attention du public, dans le sens où on crée des produits sans gluten. Pourquoi on détourne l'attention du public? Parce qu'on ne met pas en garde suffisamment les gens sur les modes de culture. C'est-à-dire que sur les modes de culture, les modes d'industrialisation. Donc on continue à consommer des produits qui sont sans gluten, mais par contre dedans il va y avoir beaucoup de, par exemple du sucre. On remplace souvent, il y a beaucoup de sucre. On remplace, il y a des conservateurs, il y a des produits, surtout si ce n'est pas des produits biologiques, mais j'en ai vu même dans les magasins biologiques, hein, des produits sans gluten, des petites boîtes jaunes et rouges. Méfiez-vous, les boîtes jaunes et rouges. Regardez bien la composition parce que ça fait peur. Et on se demande si c'est pas plus nocif d'aller manger finalement chez son boulanger un bon pain sans gluten bio au levain, un bon pain qui contient du gluten et qui est au levain, il sera moins nocif qu'un produit sans gluten que vous allez trouver dans un magasin, soit un magasin bio ou un magasin quelconque. Vous allez retrouver ces produits-là qui seront peut-être plus nocifs pour le coup. Donc encore une fois, on essaye d'aller chercher le bon sens là-dedans, c'est très important. Donc il y a tout un truc industriel, marketing autour des produits sans gluten. Bon, voilà, je sais pas trop. Il y a aussi des personnes qui sont obligées de faire un autodiagnostic de leurs problématiques, étant donné que sur les analyses sanguines, il y en a qui ont vraiment des marqueurs d'inflammation par rapport au gluten et il y en a qui n'en ont pas. Donc on peut supposer qu'effectivement, il y ait une hypersensibilité au gluten qui ne se voit pas.
La meilleure, c'est quoi les solutions pour moi? Pour moi, je dirais que le but, c'est dans un premier temps peut-être d'essayer de faire justement une éviction au gluten pendant 1 mois et puis le réintroduire petit à petit et voir si certains symptômes réapparaissent. Ça pourrait être déjà une solution qui peut être intéressante. Peut-être aussi se diriger effectivement vers des pains un peu plus biologiques, plus naturels, des pains au levain tout simplement, avec une seule céréale. Il faut savoir que vous avez dans le levain des bactéries lactiques qui permettent une meilleure digestibilité du pain. Donc voilà, ça aussi il faut le savoir. Réparer évidemment votre muqueuse intestinale, ça c'est très important. Allez plutôt essayer de rechercher au maximum l'équilibre alimentaire, l'équilibre alimentaire bien sûr, mais l'équilibre immunitaire au maximum, réduire l'inflammation. Au maximum aussi, éviter bien sûr les aliments raffinés, mais ça vous le savez, tout ce que je vous dis là, ça se trouve aussi dans le kit les essentiels de la santé, hein, que vous retrouvez sous chacune de mes vidéos. Si vous prenez vraiment le temps de le regarder et de l'appliquer, voilà, là vous aurez aussi des améliorations. Et puis, ne pas oublier aussi de remplacer les céréales donc, qui seraient potentiellement susceptibles effectivement d'être la cause de ces problématiques par des céréales qui ne contiennent pas les prolamines dont on a parlé en début de cette vidéo et qui peuvent être toxiques. Bien sûr, évidemment, nos consommations, cela va de soi. On enlève le gluten, mais on continue à consommer du sucre, on continue à consommer des plats industriels, on continue à consommer des aliments qui contiennent un mélange de colorants, d'additifs alimentaires, de biscuits, de bonbons, de choses comme ça. Donc déjà, rien que si on enlève tout ça, rien que si déjà on remplace notre baguette de pain blanc industriel par un bon pain complet, semi-complet, à une seule céréale, au levain, déjà on peut se demander, sans éliminer complètement le gluten, ce qui va se passer. Voilà pour ça. Et puis si vraiment, effectivement, vous avez la sensation que vous devez éliminer le gluten pendant 1 mois et à un moment donné, c'est de se dire, mais oui, mais qu'est-ce que je vais manger? Alors justement, je vous ai préparé un petit truc, enfin pas préparé un petit truc, il y a la sortie d'un livre d'une personne que j'apprécie beaucoup qui va arriver bientôt en interview sur cette chaîne. Vous avez le fameux livre La cuisine plaisir au cœur de la santé de Sandrine Navarrete-Masson. Voilà, j'en parle ici, mais on va la recevoir bientôt, donc elle va être bientôt sur cette chaîne. Et là, vous avez 28 jours de recettes pratiques tous les jours à appliquer sans lait et sans gluten. Donc avec ça, bah, voilà, vous pouvez faire 28 jours. Je vous mets les références, bien sûr, je vous mettrai les références dans cette vidéo juste en dessous. Super livre, heureusement qu'il est arrivé. Il est vraiment, c'est le livre de cette fin d'année qu'il faut avoir à offrir et à réoffrir pour Noël. Voilà, mais on vous en parlera beaucoup plus en détail. Donc vous avez des recettes hyper pratiques, le livre est super beau, voilà, enfin on vous expliquera tout ça avec Sandrine dans l'interview. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous avez bien vu ma conclusion, c'est voilà, peut-être améliorer, voir les solutions qui ont été abordées dans cette vidéo. J'espère que en tout cas cette vidéo aura été utile, qu'elle ne sera pas trop complexe. J'ai essayé vraiment de vulgariser au maximum. Je vous mets aussi l'article de Gilles Corjon sous cette vidéo si vous voulez aller un petit peu plus loin, aller un petit peu plus dans le détail sur le gluten. Gilles Corjon est docteur en pharmacie et herboriste. Et il a fait un super article qui date de 2016 sur le site acteurnature.com, il me semble que c'est ça. De toute façon, je vous mettrai tout en dessous, acteurnature.com. Et en fait, il n'a pas pris une ride depuis 2016, cet article. Au contraire, il est vraiment au goût du jour. Donc, je remercie aussi Gilles Corjon, effectivement, d'avoir partagé ses connaissances à ce sujet. Je vais vous laisser aujourd'hui. Il n'y a pas une super vue parce qu'on est encore dans le brouillard. Hein, c'est un peu la saison. Mais par contre, je vous montre un magnifique tilleul sous lequel j'adore venir me ressourcer, qui a été planté en 1609 par Rose de Ré, femme d'Alexandre de Marmier. Parce que ici, dans le village où je suis, il y a un magnifique château, pas qu'on voit pas beaucoup, hein, il est caché derrière, et puis il y a plein de belles choses ici dans cette campagne, donc prenez vraiment le temps de vous ressourcer dans la nature aussi, c'est vraiment important. Regardez ce tilleul qui est absolument magnifique. Voilà, je suis contente de vous faire partager ce petit endroit aujourd'hui, c'est l'endroit vraiment où j'ai régulièrement me ressourcer avec ma famille, où j'apprécie de venir. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très très bonne semaine. Parce qu'on est dimanche en fait et cette vidéo est vraiment tournée au dernier moment, donc je suis désolée. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, vraiment prenez bien soin de vous. Ciao, bisous à tous.